Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il est un professeur de lettres à l'université de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a un regard à la fois lucide et inquiet sur l'avenir de son pays. Pour lui, aucun développement n'est possible sans souveraineté ni éducation. Il s'appelle Dominique Traoré. Il est le vice-président du mouvement des générations capables, le mouvement que préside l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Ehifé Gbagbo. Il est notre invité pour évoquer, entre autres, les enjeux de la présidentielle prévue dans son pays, la Côte d'Ivoire, en octobre 2025. Dominique Traoré, bienvenue. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Touboué. Vous dites, il n'est pas possible de prendre son destin en main si on n'est pas souverain. Aucun pays n'est réussi à réaliser ses propres rêves sous le joug d'un autre pays ou d'une autre force. Il faut avoir tous les leviers en main pour pouvoir construire, bâtir son propre pays selon la vision qu'on se donne. C'est une vérité d'expérience, elle est historique. Et ce n'est pas le cas de votre pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est ni le cas encore de la Côte d'Ivoire, ni celui de nombreux pays, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest francophone. C'est quoi la solution, Monsieur Traoré? La solution, elle se situe d'abord dans la prise de conscience de cette réalité. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'aborder cette question-là sans tabou. Et aussi bien nos pays, nos responsables, nos peuples, que nos partenaires devraient pouvoir le comprendre, l'accepter. Voilà. Dans le discours que vous articulez par rapport à la question du développement, il y a chez vous un point essentiel, c'est l'éducation. Mais oui, on le dit souvent, on le répète, l'éducation est la clé. C'est la base. Tout commence là. C'est pour cela qu'il faudra marquer un point d'honneur à relever le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire et dans les pays d'Afrique. Voilà. Quand vous parlez d'éducation, monsieur le professeur, vous parlez à la fois du contenu aussi et de la structure et du système éducatif dans son ensemble. Comment régler la question du contenu pour que le savoir qu'on dispense à nos enfants soit adapté aux réalités de nos pays et de notre continent? Mais il faut accepter que la situation du secteur éducation-formation dans nos pays est critique. Il faut sortir des chiffres, il faut sortir du déni en la matière. C'est la première chose. Si vous ne regardez pas, franchement, un mal, vous ne lui apportez pas les remèdes qu'il faut pour en guérir. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut réfléchir, il faut repenser le système éducatif dans son ensemble. Parce que celui que nous avons relève de patrons qui nous viennent du colon. Et aujourd'hui, après plus de 60 ans d'indépendance, il est bon que nous regardions nous-mêmes ce système-là en profondeur et que nous l'articulions à nos besoins. Pourquoi formons-nous? Pourquoi éduquons-nous? Pourquoi faire? Ce sont des questions basiques, mais qu'il importe de se poser. Tout commence là. Voilà. Parlons de la politique de votre pays de façon générale, puis de la présidentielle d'octobre 2025. Je l'ai dit, vous êtes le vice-président du mouvement des générations capables. Quelle est aujourd'hui l'offre politique de votre mouvement? Qu'est-ce qui particularise le mouvement des générations capables au regard justement des problématiques que vous évoquez là? Mais le mouvement des générations capables a une particularité fondamentale. Nous estimons que nos pays, la Côte d'Ivoire, les pays d'Afrique, traversent une crise profonde des valeurs. Mais il faut partir de là. Il faut faire revenir les valeurs dans la société pour qu'elles en soient le socle. Il y a une crise de valeurs dans notre société. Mais il y a une crise de valeurs dans notre société. En Côte d'Ivoire, je le répète, les Ivoiriens ont un problème dans leur rapport à l'argent. Et je pense que ça concerne les Africains. Oui. Vous n'imaginez pas combien de choses les gens sont capables de faire juste pour des billets de banque. C'est une crise des valeurs. L'incorruptibilité, ça doit signifier quelque chose. Et puis, nous ne nous gênons pas à dire que
il faut que les Africains, les Ivoiriens aient la crainte de Dieu. Il faut craindre un être suprême qui vous conditionne dans votre façon de vivre. Ça vous amène à être un citoyen exemplaire. Donc, l'une des particularités du mouvement des générations capables est celle-là. Dans nos textes, nous avons inscrit cette priorité-là en lettres d'or. Nous avons même dans les piliers qui gouvernent notre parti, qui sont au nombre de 3, vous avez un pilier d'obédience politique. Nous sommes un parti politique. Nous aspirons à gouverner ce pays. Et donc, nous implantons notre parti, nous recrutons des militants, nous recrutons des électeurs parce que nous voulons le pouvoir et des parcelles de pouvoir. Premier pilier, il est d'ordre politique. Le deuxième pilier, c'est un pilier lié au développement. Dans ce pilier-là, eh bien, nous réfléchissons avec tout ce que nous avons comme ressources pour penser les différents secteurs d'activité de sorte à permettre que notre vision du pays, le rêve que nous avons, le rêve de développement que nous avons, puisse se traduire dans les faits. Ça, c'est le pilier du développement. Le pilier fondamental qui nous distingue des autres partis, c'est le pilier de la promotion des valeurs. Où nous disons à nos compatriotes, il faut qu'on soit d'accord pour renouer avec certaines valeurs. On parle souvent de patriotisme, mais le patriotisme, il se cultive, on l'apprend, on le nourrit. D'ailleurs, au passage, nous travaillons sur notre programme de gouvernement. Nous voulons faire revenir le service militaire. En Côte d'Ivoire. Mais oui, pour les jeunes. Regardez nos jeunes. Le respect de la patrie, l'attachement à son pays. Le respect de la patrie et le don qu'on fait de soi à sa patrie. C'est important. Ce sont ces valeurs-là qui n'existent plus et qui rendent difficile la tâche que nous avons à mobiliser nos jeunes, à les mettre sur des chantiers vitaux qui vont permettre à nos pays de se développer. Troisième pilier. Mais j'ai donné ce pilier, j'ai dit c'est le pilier de la promotion des valeurs. Promotion des valeurs. Et quand vous dites, vous parlez de valeurs et que vous parlez de l'argent, c'est vrai que hier, on était respecté quand on avait un certain âge, quand on avait de la connaissance, du savoir. Aujourd'hui, on est respecté quand on a de l'argent. C'est ça qui vous attriste et qui vous inquiète. Ah mais oui, non seulement on est respecté, si on était respecté parce qu'on a de l'argent bien acquis, oui, par la force de son travail, ça irait encore. Nous ne sommes pas contre avoir de l'argent. Ceux qui travaillent, qui sont à la tâche et qui jouissent du salaire de leur travail, ceux-là sont des exemples à promouvoir. Mais aujourd'hui, les gens le disent, l'argent n'a ni couleur ni odeur. Alors, tous les moyens sont devenus bons pour avoir de l'argent. Mais ça, c'est une anti-valeur. Or, cette anti-valeur-là est communément admise dans notre communauté. Nous passons à côté de choses importantes. Voilà. Ce qui fait que d'ailleurs, les solidarités traditionnelles sont en train de disparaître. Si nous n'y prenons garde, même, enfin, se dire bonjour, ça va être payant. Vous pensez que le pourrissement moral, la dépravation des mœurs n'est pas quelque chose d'irréversible? On peut l'arrêter. Vous êtes optimiste par rapport à ça. Mais ce serait dommage qu'on pense que c'est irréversible. Ce n'est pas une fatalité. Ça a existé, mais ça n'a pas existé par accident. Dans tout le système éducatif, ces valeurs-là sont transmises, enseignées. Il faut revenir à ces fondamentaux. Vous allez voir qu'au bout de 5 ans, 10 ans, ces sociétés-là seront profondément transformées. Et ça fait partie des défis que le MGC se donne à relever. Et ça suppose que vous preniez le pouvoir, en tout cas que vous accédiez au pouvoir. Monsieur Dominique Traoré, parlons donc d'élections d'octobre 2025. On sait malheureusement, dans votre pays, comme dans beaucoup d'autres, les rendez-vous électoraux sont devenus des moments de tension, des moments difficiles. Pensez-vous que la présidentielle d'octobre 2025 sera apaisée dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Mais c'est notre volonté commune qui va permettre que cette présidentielle soit apaisée. Si nous décidons de faire en sorte que les élections qui vont venir en octobre 2025, l'élection présidentielle notamment, soient une élection transparente, crédible, sans violence d'aucune sorte, nous pouvons le faire. C'est pour cela d'ailleurs que nous, au MGC, avec tous les partis politiques qui sont nos partenaires, nous demandons au gouvernement, mais de prendre cet acte courageux, fort, salvateur, de convoquer un dialogue politique inclusif
pour que nous décidions enfin, ensemble, comment nous allons aux élections et comment nous faisons pour que le président de la République qui va en sortir soit un président consensuel, qui soit légal, déjà, qui soit légitime. Parce que je ne vous apprends rien. Regardez la situation de la sous-région au plan politique. Le prochain président de la Côte d'Ivoire aura des défis énormes. Défi de faire en sorte que ce pays soit en sécurité avec lui-même et avec ses voisins. Vous imaginez un seul instant, un prochain président de la République, illégitime, non reconnu comme tel par une partie de la population, alors que nous avons la crise sécuritaire autour de nous, le djihadisme qui frappe à nos frontières. Imaginez-vous un instant ce qui adviendrait si nous n'arrivons pas à discuter, à nous entendre pour avoir la paix dans ce pays-là. Discuter, s'entendre, dites-vous, et vous appelez à un dialogue. C'est pour parler concrètement de quoi à ce dialogue? Mais nous avons des propositions à mettre sur la table. Oui. Nous demandons une réforme en profondeur du système électoral. Vous l'avez dit, aujourd'hui le diagnostic est clair. Les élections sont devenues une source de crise, de guerre, de traumatisme. Il faut que l'appareil qui organise les élections soit réformé. Premièrement, l'organe chargé des élections, la CEI, Oui. elle est loin d'être consensuelle. Elle fait partie, la CEI, la Commission électorale indépendante, du problème. Nous avons des propositions. Nous pensons qu'il faut sortir de cet organe les partis politiques. Vous ne pouvez pas être joueur et arbitre en même temps. Ah, vous pensez que leur impartialité n'est pas prouvée? Mais non. Imaginez-vous, les partis politiques sont en compétition pour accéder au pouvoir. Et c'est elles qui constituent en partie l'organe qui gère les élections. C'est ce que nous avons fait depuis lors. Ça ne marche pas. C'est pour cela d'ailleurs, il faudra accompagner cette réforme, la CEI, de réforme constitutionnelle pour faire de cet organe une institution qui a une autonomie financière, une indépendance réelle pour gérer toutes les questions électorales. Évidemment, les partis politiques dans notre proposition peuvent constituer une sorte d'observatoire démocratique pour voir un peu quel est le travail que fait la CEI. Le découpage électoral dans notre pays, c'est un autre point. Il est biaisé. Mais il est biaisé, il est taillé sur mesure pour le parti au pouvoir. Mais il faut que là aussi, nous puissions discuter, trouver des critères consensuels pour savoir pourquoi dans telle localité, il y a 2 députés et pourquoi dans telle autre localité, il y aurait 1 ou 3 députés. Et ce sont des questions qu'il faut discuter. L'environnement sécuritaire. Monsieur Toboué, dans notre pays, il est arrivé, quand on fait les élections, que des candidats ou leurs représentants ne puissent pas avoir accès à des lieux de vote par des actes de violence organisés. Ce sont toutes ces questions-là et d'autres encore qu'il va falloir régler. Comment fait-on pour que tous ceux qui veulent être candidats à ces élections-là le soient? Ce sont des questions qu'il faut discuter. D'ailleurs, et je termine par là, Oui, s'il vous plaît. il faut instituer la culture du dialogue. Les enjeux sont immenses. Il faut discuter tout le temps. Mais il y a des questions nationales, d'intérêt national, importantes. Vous parliez de l'éducation. Oui. Quelle éducation nous voulons pour nos enfants? Ce n'est pas un seul parti qui doit discuter de cela. Quelle santé nous voulons pour ce pays? Comment fait-on pour rétablir des liens de confiance et de paix avec les pays voisins? Donc, le cadre du dialogue, là, doit être permanent si nous voulons que ce pays-là puisse sortir de la crise et rentrer dans un cycle de pays normal apaisé. Vous appelez à un cadre de dialogue permanent. Je l'ai dit, la présidentielle, c'est dans 12 mois. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté par le pouvoir? Je vous dis franchement, pour l'instant, non. Et vous êtes inquiet? Il y a matière à s'inquiéter. Je vous ai dit pourquoi. C'est même de l'intérêt de tous. En premier, le parti au pouvoir. Et Voilà. encore dans ce pays, après tout ce que vous avez connu, après tout ce que vous avez vécu, des germes de résurgence, de la violence encore.
Ah mais bien sûr, on ne sort pas d'une situation de crise telle que nous l'avons connue, mais par un coup de baguette magique. Il y a des germes de résurgence de la violence. C'est pour cela que tous ces partis-là, vraiment, qui étaient émiettés, essaient de se mettre ensemble pour tirer la sonnette d'alarme, inviter le gouvernement au dialogue pour prévenir les morts. Il faut agir en amont pour ne pas déplorer des morts en aval. Voilà ce que nous faisons. La probabilité qu'à un moment donné, vous soyez écouté, comment l'évaluez-vous? Vous n'êtes pas pessimiste par rapport à la disponibilité du pouvoir à engager des discussions? Non, il ne faut pas être pessimiste. Les questions sont importantes. Ce qui se joue engage la vie d'environ 30 millions d'Ivoiriens, mais au-delà, engage la vie des peuples de la sous-région. Mais comment devant de telles questions, devant de telles urgences, croire qu'un gouvernement peut rester arc-bouté à ses positions pendant longtemps? Nous espérons que le gouvernement finira par venir à la table et discuter avec nous. On finit cette émission sur cette note positive. Dominique Traoré, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes professeur de lettres, vice-président du mouvement des générations capables. Merci à vous. Je vous remercie. Merci, M. Tougué. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.